est-ce que j'ai véritablement unifié la relativité générale et la mécanique quantique? Je pense que cette question va faire débat pendant un certain temps, parce que je viens de proposer un livre sur la théorie des mesures incomplètes, publié en anglais, où j'affirme avoir justement résolu ce problème de la physique vieux de peut-être 80 ans. Et je l'ai fait d'une façon qui est vraiment non conventionnelle. Je suis vraiment sorti des sentiers battus pour le faire. Du coup, je pense que pendant longtemps, il va y avoir un débat sur est-ce que j'ai effectivement apporté quelque chose. La façon traditionnelle dont les physiciens s'attendaient à unifier les deux théories, c'était de fournir une théorie du champ unifié, donc une approche qui soit similaire à la façon dont on construit les théories des champs en mécanique quantique, mais qui soit capable d'intégrer la gravitation. On peut aussi considérer qu'on aura résolu le problème si on arrive à fournir une théorie de la gravitation quantique. Et ça, je ne l'ai pas fait. En fait, c'est pire que ça. J'offre dans mon livre des arguments qui disent que on ne pourra peut-être pas le faire d'une façon qui ait du sens d'un point de vue physique. Au sens où on n'arrivera peut-être pas à construire une théorie unique qui arrive à unifier la gravitation et les forces fondamentales à très basse échelle que sont la force électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. La raison pour laquelle on ne pourra peut-être pas les unifier, c'est tout simplement qu'il y aura peut-être une infinité de solutions et que les solutions seront déterminées par l'environnement, qu'elles seront déterminées en fait essentiellement par des données, que c'est les données, la forme des systèmes planétaires, la forme des systèmes stellaires, etc., qui déterminera en réalité la loi de la gravitation, et donc que la loi de la gravitation qu'on obtiendra sera déterminée tellement par des données qu'on ne pourra pas en déduire la version quantique. Mais là, j'avance un petit peu. Je voudrais parler simplement de la théorie des mesures incomplètes en quelques minutes pour expliquer ce que je crois avoir trouvé, ce que j'ai fait et pourquoi c'est, à mon avis, important pour la physique. Fondamentalement, la théorie des mesures incomplètes s'intéresse aux mesures, comme dans le titre. Elle observe simplement que lorsqu'un physicien parle de quelque chose, c'est du résultat d'une mesure qu'il parle. Et donc je m'intéresse à savoir ce que c'est qu'une mesure. J'en donne une définition dans le livre et j'observe que cette définition, en fait, est assez proche d'un point de vue structure de ce qu'on appelle les axiomes de la mécanique quantique. J'en déduis que la mécanique quantique est en réalité une approximation d'une loi ou d'une formulation des lois de la physique qui soit probabiliste, au sens où les résultats des mesures ne sont pas tous connus. Par exemple, quand je jette une pièce à pile ou face, j'ai construit un système où le résultat, pile ou face, n'est pas connu à l'avance. Je vais avoir soit pile, soit face, avec en gros 50% de chance dans chaque cas. Et ça, c'est modélisé par un système similaire à celui de la mécanique quantique. Alors le système que je construis dans la théorie des mesures incomplètes est un tout petit peu différent. Parce que j'observe que les mesures, elles, sont toujours discrètes. Les résultats de mesures physiques, non pas mathématiques, mais physiques, sont toujours discrets. Un voltmètre, par exemple, va me donner une certaine résolution de mesure. Un double décimètre de 20 cm avec une graduation d'1 millimètre va avoir 200 résultats possibles. Alors on peut penser qu'on peut interpoler, mais en réalité, dès qu'on interpole, on n'a plus une véritable mesure, on a quelque chose d'un peu probabiliste. Et donc, parce que les mesures sont discrètes, je cherche un modèle de la représentation de la connaissance qui soit lui aussi discret. Ce modèle s'appelle des probavecteurs, où je compte simplement le nombre de mesures que j'ai faites qui ont donné chaque résultat. Donc pour mon double décimètre avec 201 graduations, eh bien j'aurai 201 valeurs dans mon probavecteur. Dans le cas plus simple de pile ou face, j'aurai 2 valeurs qui comptent combien de fois j'ai eu pile et combien de fois j'ai eu face. Dire que la règle pour le jeu de pile ou face, c'est 50% de chance d'avoir pile, 50% de chance d'avoir face, c'est représenté par un probavecteur de longueur 100, 50 pile,
plus 50 faces. Mais quand on fait effectivement l'expérience, eh bien on trouve rarement 50-50. On va trouver par exemple 49-51 ou 42-58. Et donc, le probavecteur me donne une information sur la précision de la mesure que j'ai faite. Lorsque je dis 42-58, je dis que j'ai obtenu 42 fois pile 58 fois face, mais je dis aussi que j'ai fait 100 expériences, et donc que grosso modo j'ai une connaissance du système qui est de l'ordre du pourcent. Si par contre j'avais 1 million pile, 1 million face, j'aurais une connaissance du système qui est beaucoup plus fine, puisque maintenant j'ai fait 2 millions d'expériences. Donc ça, c'est une différence très importante entre l'approche que je propose et la mécanique quantique traditionnelle. C'est pour ça que je considère la mécanique quantique comme étant une approximation. Une approximation où on remplace la réalité, une réalité comme 48-52, par un lissage 50-50, traité en nombre réel, considéré comme continu et qui en réalité ne s'applique que pour des très grands nombres. Là où la théorie des mesures incomplètes et la mécanique quantique vont diverger, c'est donc quand on fait un petit nombre d'expériences, quand on démarre, quand on est en train de regarder sur des systèmes où on démarre juste l'expérience. La relativité, elle, est construite sur un principe de relativité qui, pour Einstein, consistait à dire « je dois pouvoir faire de la physique à dans n'importe quel état de mouvement ». Je dois pouvoir être dans un état accéléré, dans le cas de la relativité générale, ou à grande vitesse les uns par rapport aux autres, mais à vitesse constante, dans le cas de la relativité restreinte, c'était la première approche. Dans le cadre de la théorie des mesures incomplètes, je suis obligé d'étendre ce principe de relativité pour dire que je dois pouvoir faire de la physique avec n'importe quel instrument de mesure. Je dois notamment être capable de mettre d'accord entre eux des physiciens qui vont utiliser des instruments de mesure imprécis ou qui n'ont pas fini de faire la mesure. Par exemple, des lunettes floues, un voltmètre cassé ou un télescope qui ne pointe pas dans la bonne direction. Tous ces scénarios-là correspondent à des cas où l'univers n'est pas cassé. Les lois de la physique s'appliquent encore. Donc je dois pouvoir les décrire correctement dans le système. Et je vais évidemment les décrire de façon probabiliste. Ça veut dire que deux mesures de distance, par exemple, ou deux mesures de temps, vont devoir être liées l'une à l'autre par des règles, des changements de référentiel, des changements de repères, qui sont exprimés à nouveau de façon statistique et probabiliste. Et en fait, lorsque je lis un résultat qui peut avoir n mesures et un autre résultat qui peut en avoir m, eh bien je représente ça par un tableau de n par m entrée, qui est lui-même un probavecteur. Et donc, dans la théorie des mesures incomplètes, la représentation des lois de la physique, elle-même, des relations entre résultats de mesure, est elle-même statistique. Ça, c'est une autre grosse différence par rapport à la mécanique quantique. Il y a une unification entre la représentation, on va dire, expérimentale, ce qu'on fait traditionnellement par des plots, des scatter plots, des tableaux de points, et la représentation théorique qu'on va généralement représenter par des équations. On peut toujours transformer une équation en un probavecteur, mais l'inverse n'est pas vrai. Un exemple tout simple, c'est l'image que vous voyez sur votre écran actuellement, qui se représente très bien par un probavecteur qui va représenter la densité de présence des photons à chaque pixel, alors que ça se représente assez mal par une équation. Il faudrait une équation extraordinairement compliquée, et qui plus est, cette équation n'établirait pas de façon claire le fait qu'il y a des limites à mon capteur, et donc la mécanique quantique prédirait des positions de photons en dehors de l'écran, alors que la théorie des mesures incomplètes ne le fait pas. Alors le fait qu'on ait des mesures comme ça et qu'il va falloir les considérer comme étant toutes de la même valeur, on va dire épistémologique, d'un point de vue compréhension de ce qui nous entoure, elles ont toutes les mêmes valeurs les unes que les autres. Une mesure imprécise est quand même une mesure et on doit pouvoir faire de la physique avec. Si je vous dis par exemple que mes lunettes sont légèrement plus courtes que ma main, c'est une description qui est statistique, puisque c'est basé sur une description statistique, la longueur de la main d'un être humain. Et donc, vous avez une description qui est quantitative, mais imprécise. Vous pouvez en déduire que mes lunettes ne font pas 30 mètres de long et qu'elles ne font pas 1 micron. Mais vous ne pouvez pas, sinon pas dire exactement quelle est la longueur. Vous avez un ordre de grandeur d'à peu près
quelle longueur elles font. Cette mesure est donc une mesure correcte qui permet de faire des lois physiques, je peux faire des stats dessus, etc. Mais elle est évidemment pas aussi précise que si j'avais mesuré avec un double décimètre. Le problème, en fait, c'est que les mesures ne sont pas toujours meilleures les unes que les autres. On pourrait dire qu'il suffit d'augmenter la résolution et c'est toujours meilleur. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. Je vais vous donner un exemple. Si je mesure la longueur d'un mètre, je peux utiliser un mètre étalon. C'est la façon dont on avait défini le mètre dans les années 1900, à l'époque où Einstein écrivait sa théorie de la relativité. Et c'est pour ça que dans sa théorie de la relativité, il parle de bâtonnets quand il parle de distance. C'était la façon dont on mesurait les distances et dont on concevait l'unité de longueur à l'époque. Depuis, on a changé. Aujourd'hui, on utilise un rayon laser et, par exemple, la durée, la distance que va parcourir la lumière d'un rayon laser dans un intervalle de temps spécifié. Or, ces deux définitions, eh bien, elles sont incompatibles. Si je mets un mètre métal et un mètre laser à côté, je vais les calibrer pour qu'ils aient exactement la même longueur. Jusque-là, tout va bien. Et si j'en mets deux, côte à côte, ça va être à peu près calibré pareil. Mais si j'en mets 40 millions, alors 40 millions, il se trouve que ça fait à peu près la circonférence terrestre, parce que la longueur historique du mètre, c'était un 40 millionième de la circonférence terrestre. Quand je fais ça avec mon morceau de métal, si j'en mets 40 millions bout à bout, eh bien, je vais me retrouver avec quelque chose qui, en gros, suit la courbure terrestre et je reviens, en gros, à mon point de départ. Si je le fais avec mon rayon laser, il part dans l'atmosphère, il traverse l'atmosphère, il va droit dans l'espace et donc, j'ai une ligne, entre guillemets, beaucoup plus droite. Les deux définitions ne coïncident pas. Et pourtant, si je veux mesurer la distance parcourue par un véhicule à la surface terrestre, eh bien, le mesurer avec la mesure traditionnelle, et c'est ce que fait l'odomètre qui compte les tours de la roue dans votre voiture, eh bien, il va compter en fait en suivant la surface terrestre. Et c'est tout à fait exactement la bonne façon de compter pour un véhicule, c'est ça qui m'importe. Je ne suis pas très intéressé par le fait que je pourrais me déplacer en ligne droite dans l'espace et qu'il y a un écart par rapport à cette ligne droite. Donc, lorsque je veux mesurer les distances parcourues par un véhicule en utilisant la nouvelle définition, je vais être obligé d'introduire des corrections qui sont assez compliquées. Alors ces corrections, on sait les faire. Aujourd'hui, n'importe quel GPS dans votre smartphone les fait en permanence pour vous dire la distance que vous avez parcourue, sachant que le GPS lui-même mesure des longueurs en utilisant des ondes électromagnétiques et des références par rapport à des satellites. Donc, du coup, on sait faire ces corrections et on sait faire la mesure, mais le calcul est compliqué. Donc, les deux définitions, selon ce qu'on veut faire, l'une est meilleure que l'autre, enfin, celle qui est meilleure n'est pas toujours la même. Un autre exemple de ça, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une distance qu'on appelle une unité astronomique. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite, quand on s'est mis à faire des mesures un peu plus précises, que la distance entre la Terre et le Soleil par rapport à mon mètre étalon ou par rapport à mon mètre laser, elle varie beaucoup. Il y a une excentricité importante et puis il y a beaucoup de bruit. Alors du coup, on a redéfini l'unité astronomique comme étant un nombre de mètres fixe. Mais ça, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Comme ça, on a préservé la linéarité par rapport au mètre étalon. L'inconvénient, c'est que du coup, on a perdu le rapport avec la distance Terre-Soleil. Et tout ce qui dépend réellement de la distance Terre-Soleil, comme l'interaction, par exemple, gravitationnelle, eh bien, là, on va avoir une formulation qui serait beaucoup plus simple si je l'exprimais en vraie unité astronomique, plutôt qu'en multiple d'un mètre étalon. Donc là encore, on est dans un cas où je suis obligé d'introduire du bruit, des données arbitraires, pour corriger une mesure par rapport à l'autre, de façon à préserver la linéarité par rapport entre deux phénomènes physiques qui ne sont pas linéairement liés l'un à l'autre. Ça vous donne une explication de pourquoi je pense qu'unifier les interactions à très courte distance et la gravitation par le biais de lois algébriques va être très compliqué. En effet, la gravitation, c'est à peu près 40 ordres de grandeur plus faible que l'interaction électromagnétique. Ça veut dire que
Si j'ai un appareil qui est capable de faire par exemple 1 million de mesures différentes, donc 10 puissance 6, et que je veux connecter deux choses qui sont séparées par 40 ordres de grandeur, je vais être obligé de recalibrer de proche en proche pour changer d'échelle. À chaque fois que je fais ça, il faut que j'ai un petit peu de recouvrement entre une échelle et la suivante. C'est ce qu'on fait par exemple quand on calibre un microscope électronique pour qu'il mesure les mêmes distances qu'un microscope optique, qu'on calibre le microscope optique pour qu'il mesure les mêmes distances que le double décimètre pour qu'il mesure les mêmes distances que l'odomètre, et l'odomètre pour qu'il mesure les mêmes distances que ce qu'on voit sur les photos satellites. À chaque fois, on recalibre de proche en proche avec des phénomènes physiques qui sont différents. Mais évidemment, je ne peux pas extrapoler cette recalibration de proche en proche de mon microscope optique jusqu'à des distances que je mesurerais avec des photos satellites. Il faudrait que j'introduise des courbures, des variations, des trucs extraordinairement compliqués, qui sont donc essentiellement des données liées à la géométrie de la surface terrestre mesurée au micron près, pour être capable de connecter les deux correctement. Et c'est ce que je dis qui va se produire pour l'unification entre la gravitation et les forces à très basse échelle. Que je serai obligé d'introduire des données qui dépendent en fait de la forme précise de l'univers et que ces données domineront complètement toute loi de la physique qu'on pourrait avoir envie de mettre entre les deux. Voilà, donc en gros, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une façon de décrire l'univers avec ce système que j'ai appelé des probes à vecteurs qui décrivent en fait les résultats de mesure de façon statistique, qui remplacent les équations, les variables, les lois de la physique, qui me permettent d'avoir une représentation unifiée des données expérimentales aussi bien que des modèles prédictifs. Ça veut dire que par exemple, si je mesure une image, je vais stocker l'information avec par exemple un tableau de données dans une mémoire d'ordinateur. C'est comme ça que l'image que vous voyez sur l'écran a été stockée lorsqu'elle a été enregistrée ici. Mais ça va aussi me permettre de prédire ce qui va être affiché à votre écran. Donc ça me permet aussi de prédire correctement la physique qui va être déduite à proximité de votre écran, la probabilité de présence des photons à proximité immédiate des pixels. Donc cette unification en fait entre d'un côté la mesure expérimentale et de l'autre côté la représentation théorique. Je peux, comme je l'ai dit, toujours représenter une équation en la convertissant en tableau de points. Ça, c'est toujours possible. Je peux tracer une équation par ordinateur, quel que soit le type d'équation. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et donc, j'ai effectivement généralisé la physique, on va dire de nos grands-parents, la physique du début du XXe siècle. J'ai supprimé les équations. Il n'y a plus de continuum. Il n'y a plus d'espace et de temps. Il n'y a plus de continuum parce qu'on n'a que des données discrètes. Il n'y a plus d'espace et de temps parce qu'il n'y a plus que des mesures d'espace et de temps discrètes qu'il faut corréler entre elles, qu'il faut corriger l'une par rapport à l'autre. Et donc, ça fait une physique qui est extraordinairement plus compliquée que celle dont on a l'habitude. Il y a par exemple des phénomènes non linéaires lorsqu'on fait des transformations de coordonnées d'un système à l'autre. Vous connaissez ça quand vous faites un zoom numérique dans votre smartphone. Un zoom en une multiplication par une constante en relativité générale est toujours réversible, puisque je travaille en nombre réel et je peux toujours prendre l'inverse d'un nombre réel qui n'est pas nul. Donc je peux toujours trouver, si je fais un changement de coordonnées qui correspond à une rotation, à un changement d'échelle, etc., il est toujours exactement réversible en relativité. Dans la théorie des mesures incomplètes, c'est pas vrai. Quand je fais un zoom numérique, je perds de l'information et je ne peux pas du coup réinventer l'information qui a été perdue. Mais c'est vrai aussi dans des rotations, c'est vrai aussi dans certains cas de translation, etc. Donc c'est une théorie qui est véritablement différente. L'approche est complètement à l'opposé de la direction que les physiciens voulaient prendre. C'est vraiment une approche d'informaticien. Mais je pense qu'il s'agit véritablement d'une unification au sens où ça me permet de représenter et les équations de la relativité générale et les équations de la mécanique quantique d'une façon qui, dans de nombreux cas, est plus exacte. C'est notamment le cas pour la représentation des pixels sur votre écran. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu et que ça vous aura intéressé.